La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce mercredi 11 septembre 2024. Donc voici les titres. Pirogue transportant plus de 400 personnes candidats à l'immigration clandestine interceptées par la marine sénégalaise avec une vingtaine d'enfants à bord. Une situation très grave selon Djibril Diawara de l'état-major des sapeurs-pompiers que vous aurez l'occasion de suivre dans cette édition. La dissolution de l'Assemblée nationale pourrait-elle mettre fin au bras de fer entre les députés et l'opposition, les députés de l'opposition et le gouvernement? Qu'en pensent les Sénégalais? Nous vous proposerons leur réaction dans ce 20h. Kamala Harris s'est imposée face à Donald Trump lors de leur première confrontation télévisée. Un premier débat houleux sur plusieurs sujets à la fin duquel la vice-présidente démocrate invite l'ex-président républicain à un deuxième débat. C'était là les titres, le développement c'est tout de suite. Après le drame de Mbour qui a fait une trentaine de morts et des dizaines de personnes disparues en mer, la marine sénégalaise a intercepté 2 pirogues transportant plus de 400 personnes candidats à l'immigration irrégulière, selon Djibril Diawara de l'état-major des sapeurs-pompiers. Il estime que ces chiffres doivent interpeller la société sur la gravité de la situation actuelle, suivant ses propos au micro de Mansour Djassé. L'opération a permis donc l'interception de 2 pirogues qui embarquaient un total de 421 migrants qui se rendaient aux îles Canaries. Ce chiffre nous interpelle tous, tout autant les cumuls que nous avons enregistrés au cours de l'année 2024, qui sont actuellement de 4100 migrants, toutes nationalités confondues, qui ont été interceptés dans nos eaux. Nous constatons également une certaine recrudescence au cours de ce mois de septembre, sachant que rien que sur les 9 premiers jours de ce mois, la Marine nationale a ramené à terre plus de 730 migrants. Les changements climatiques ne jouent pas en faveur des convoyeurs. Les pêcheurs tentent de trouver des périodes favorables au plan météorologique pour regagner les îles espagnoles. Mais il se trouve que cette année, ces périodes-là sont très rares et nous sommes d'ailleurs dans une période défavorable, contrairement à ce que nous avions pu observer les années précédentes. Un drame qui soulève une profonde inquiétude et tristesse croissante chez les Sénégalais. Les témoignages recueillis révèlent que beaucoup d'entre eux pointent du doigt les difficultés socio-économiques comme la principale cause la cause qui pousse ces jeunes à risquer leur vie en empruntant des voies dangereuses pour allier l'Europe. Ces citoyens interpellent les nouvelles autorités pour qu'elles prennent des mesures urgentes et efficaces afin de mettre fin à ce fléau. Khadifa les a rencontrés. Bien sûr qu'ils vont partir. Il y a beaucoup de difficultés dans notre pays. Je crois que ceux qui empruntent la mer et tentent l'immigration clandestine, ils ont des soucis. Aujourd'hui, la vie est très dure, surtout pour les pères de famille. Mais quelles que soient par ailleurs les difficultés, il faut savoir que généralement, ça ne dure qu'au moment. Je pense que l'immigration clandestine est loin d'arriver à son épilogue. Ce n'est pas l'État qui garantit à chaque Sénégalais. Je pense que chaque citoyen doit pouvoir réfléchir sur les voies et moyens pour pouvoir profiter des opportunités. L'État doit ouvrir des opportunités pour les jeunes puissent avoir du boulot. Et je pense qu'il faut aussi beaucoup de suivi. Si on ne le fait pas, le pays ne va pas dans le chemin de l'émergence.
Politique à présent, la dissolution de l'Assemblée nationale et la déclaration de politique générale, une polémique sans fin et débat houleux à l'Assemblée nationale. Mais dans la rue, certains citoyens pensent que ces deux points sont essentiels et la dissolution est évidente à l'heure actuelle. Aïssatouba leur a tendu plutôt son micro. On va le dissoudre, l'Assemblée nationale, pour avoir une autre Assemblée nationale. Je pense que c'est ça, parce que le régime qui est passé, il faut que faire du bagarre là-bas. En tout cas, il y a beaucoup de polémiques et ça vient de l'opposition. La déclaration de politique générale est une obligation, donc le Premier ministre Ousmane Sonko est tenu à s'y conformer. Tous les députés, quelle que soit leur appartenance politique, doivent respecter le délai que la loi a fixé. Si le délai arrive à terme pour organiser les élections législatives, il faut le faire. Au cas contraire, il faut passer à toute chose. C'est pas Ousmane Sonko, seulement. Mais Ousmane Sonko, il y a d'autres Ousmane Sonko qui ont derrière lui, qui va lui conseiller pour lui dire il faut faire ceci, il faut faire ça. On a déjà fixé la date, le 13. Attendons le 13. Le 13, il va parler. C'est nous les Sénégalais qui avons élu le président de la République. Même s'il n'a pas une majorité à l'Assemblée nationale, il reste le chef de l'exécutif. Pour régler le problème, il faut juste aller au vote et choisir le meilleur profil parmi les candidats, ce qui permettra d'éviter le désordre. L'État du Sénégal a pour objectif d'arriver à l'électrification universelle à l'horizon 2025. Dans cette perspective, le village de Kersamba est bien pris en compte. Lors de la mise en service du réseau électrique, le maire de la commune de Niébel, Dambey Ba, s'est réjoui du projet. Amsatou Gano. Avec un taux d'électrification rurale de 60%, le Sénégal ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Le projet continue de se propager car beaucoup de villages et autres localités ont accès à l'électricité qui permet d'augmenter le niveau de vie des populations. Ainsi, le village de Kerbamba vient d'être électrifié par la Sénélec. À cette occasion, le maire de la commune de Niébel a magnifié le travail de la Sénélec lors de la mise en service du réseau électrique. C'est notre 14e village qui est aujourd'hui à l'honneur. Il s'agit du village de Kerbamba. Aujourd'hui, on est là avec les techniciens de la Sénélec pour lancer la mise en service du réseau électrique. On est parvenu à le faire grâce à l'appui de l'ancien DG de la Sénélec, Pape Mademba Biteye, qui nous a aidés à électrifier ces villages et consorts. De 400 Plusieurs villages ont été électrifiés, même s'il reste du chemin à faire. Le maire Dambey Ba ambitionne d'atteindre l'objectif visé. C'est pourquoi il lance un appel aux nouvelles autorités d'accorder une importance capitale aux programmes et projets visant à l'électrification des localités. Je rappelle au nouveau gouvernement qu'il y a des programmes et des projets d'électrification avant l'horizon 2025. Il doit accélérer le travail car il nous reste beaucoup de villages qui n'ont pas encore accès à l'électricité. Ils font partie de notre programme car nous voulons que la commune ait accès universel à l'électricité. La réalisation de ce projet entre dans le cadre de l'atteinte de l'accès universel à l'électricité que le Sénégal ambitionne pour l'horizon 2025. En prélude du Gamou, le directeur général de la Société nationale de recouvrement, accompagné par une forte délégation, a rendu visite au Khalif de Medina Baye, Cheikh Mahi Ibrahim Niass. Dans sa déclaration, Babacar Ndiaye a mis l'accent sur l'importance de l'éducation. Selon lui, si nous voulons atteindre le développement, il serait nécessaire de miser sur l'éducation des citoyens pour l'accomplir. Maître Babacar Ndiaye est au micro de Ndela Ndiaye. Moi, je pense que les pays développés qui constituent aujourd'hui des références en matière de développement, en matière de technologie et en matière d'infrastructure sont développés parce que c'est des sociétés qui sont éduquées, c'est des sociétés qui sont instruites. Et que donc, si nous voulons atteindre ces niveaux de développement sur le plan matériel, nous devons quand même suivre ces pays-là dans l'éducation. Parce que
Vous le savez, chaque année, le prix Nobel des recherches sur le plan économique, sur le plan technologique, sur les sciences, ces pays-là sont toujours devant. Cela démontre que ces pays-là accordent une importance primordiale à l'éducation. Parce que pour avoir même le sens du civisme, pour avoir le sens même du développement, il faut avoir quand même des bases. Et la base qui vous permet quand même de relever les défis, c'est l'éducation. Raison pour laquelle nous avons des cités religieuses au Sénégal qui consacrent toutes leurs activités à l'éducation et à la formation de ces disciples-là. Raison pour laquelle ces cités religieuses qui sont un peu partout au Sénégal méritent quand même notre présence et méritent aussi notre soutien, ne serait-ce que moral. À l'international, plusieurs centaines de manifestants ont envahi le Sénat mexicain dans la soirée de ce mardi 10 septembre pour protester contre la réforme du pouvoir judiciaire voulue par le président Andrés Manuel López Obrador. Selon le président du Sénat, Gerardo Fernández Noroña, de la majorité présidentielle a ajourné et délocalisé la session. Les débats ont repris dans la soirée dans l'ancien siège du Sénat. Et puis aux États-Unis, toujours à moins de 2 mois de l'élection américaine, les deux candidats Kamala Harris et Donald Trump se sont retrouvés face à face pour un débat télévisé le 10 septembre. Une joute verbale offensive durant laquelle les deux visions bien différentes de l'Amérique se sont opposées. Kamala Harris semble avoir dominé l'échange et a mis au défi son rival républicain de débattre une deuxième fois. Kamala Harris et Donald Trump donc ont durement ferraillé, s'accusant mutuellement de mentir et opposant leur vision de l'Amérique à moins de 2 mois de cette élection. Peu après la fin de cette première confrontation à Philadelphie, Kamala Harris a mis au défi son rival républicain Donald Trump de débattre une deuxième fois selon un communiqué de son équipe de campagne. Critiquant la performance de l'ancien président, l'équipe de campagne de Harris a assuré, je cite, « La vice-présidente est prête pour un deuxième débat. Donald Trump l'est-il ?» Et puis nous parlons ce mercredi de la commémoration de 23 ans après les attentats du 11 septembre où quelques 300 personnes ont perdu la vie. À cette occasion, Abdoulatif Beng, enseignant-chercheur en études américaines à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, revient sur le contexte de cet événement et les leçons à tirer dans un monde où le terrorisme gagne de plus en plus du terrain, suivant ses propos qui ont été recueillis par Mansour Diassé. Les attentats dans leur contexte. Nous savons tous que ces attentats sont la résultante d'un sentiment anti-américaniste, alors généralisé, qui est né un peu du sentiment d'injustice que des citoyens ont voulu, je veux dire, des personnes ont voulu exprimer. Et donc, Al-Qaïda, en tant que mouvement politique djihadiste, est né un peu de ce contexte général d'anti-américanisme, qui est né un peu aussi, il faut le dire, du parti pris flagrant de l'Amérique vis-à-vis d'Israël. Et je pense que la leçon principale, c'est que le monde a changé. Nous ne sommes plus dans un monde, disons, les rapports de force ont changé. Et que les systèmes les conflits auxquels nous assistons sont des conflits nouveaux. On les appelle un peu en relation internationale des conflits asymétriques. Et à mon avis, nous avons des mécanismes socio-culturels. Ne pas se dire que, ce fléau touche des pays autres que le nôtre. Nous sommes tous engagés, je pense que nous avons tous le même destin au niveau de l'Afrique de l'Ouest, au niveau même, j'allais dire, de l'Afrique. C'est un fléau mondial. Aucun pays à lui seul ne peut le vaincre.
Sport, le sélectionneur de l'équipe nationale de basket des moins de 18 ans, Parfait Adjuvant, a fait le bilan de son équipe pour les phases de groupe dans le cadre de la compétition comptant pour l'Afro-Basket des U18. Malgré les quelques erreurs notées, le sélectionneur dit être satisfait de la prestation des Lionceaux. Il promet de rectifier le tir avant la prochaine sortie, suivant ses propos. L'objectif premier, c'était de se qualifier pour le second tour. Dieu merci, première mission accomplie, bien vrai que nous sommes deuxième de notre poule. Et d'ailleurs, c'est une place très normale et méritée, vu les matchs joués et perdus. C'est Mali qui nous a battus avec la manière. Maintenant, on essaie d'apprendre de nos erreurs. Pour le reste de la compétition, déjà, nous avons identifié quelques-unes, comme les rebonds, les pertes de balles, mais surtout la précipitation, mais au fur et à mesure qu'on avance, nous allons les améliorer pour ne pas les répéter pour les autres matchs qui restent. Nous restons concentrés sur notre objectif et surtout sur notre prochain adversaire. Et je pense que c'est le Maroc qui est une équipe très solide et très bon dans le jeu. D'ailleurs, ils ont éliminé les Tunisiens avec qui nous avons joué à Bamako et qu'on pensait être parmi les favoris de la compétition. Cela montre que nous avons du pain sur la planche et un travail à faire. Donc, nous les respectons, mais ça ne sera pas facile. Chacun peut éliminer son adversaire. Mais nous prions pour que les dieux du foot soient avec nous le jour J. Prions donc pour ces Lionceaux du basketball qui vont jouer leur quart de finale demain à 15h30. Et c'est ce qui met un terme à cette édition du mercredi. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programmes en compagnie de GTV. Bonsoir.